Merci d'être toujours avec nous. On passe maintenant à la troisième circonscription de Lyon, celle entre autres des communes de Sens, Joigny ou encore Pont-sur-Yonne. Un débat, je vous le rappelle, en collaboration avec nos collègues de France Bleu Auxerre. Et justement, donc m'a rejoint Renaud Candelier. Bonsoir. Bonsoir Gabriel. Vous serez donc avec moi pour interroger les candidats des trois principaux blocs qui se présente dans cette circonscription. Avec nous sur ce plateau, tout d'abord, le député sortant. Bonsoir, Julien Oudoul. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national et vous êtes également porte-parole de votre parti. Également avec nous, Michel Crouzet. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du MoDem de Lyon, vous êtes la candidate d'Ensemble pour la République, le mouvement du chef de l'État dans cette élection. Vous étiez également député de la circonscription de 2017 à 2022. Et enfin, Nicolas Soret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Parti socialiste, candidat du Nouveau Front populaire. Vous êtes également maire de Joigny et vice-président à la région. Avant de lancer le débat, petit rappel, on va revenir sur le second tour de l'élection législative de 2022. Julien Oudoul l'a emporté face à Michel Crouzet avec 55,8% des voix. Et autres résultats à prendre en compte pour comprendre le contexte de cette élection, les résultats des européennes. Et dans cette circonscription, le RN est arrivé largement en tête avec 2 fois plus de voix que celle obtenue par les partis du Nouveau Front populaire et même 4 fois plus par rapport au camp présidentiel. Michel Crouzet, ce contexte de 2024, il vous est beaucoup moins favorable qu'en 2022. Pourtant, vous aviez déjà échoué en 2022. Qu'est-ce qui peut vous donner confiance aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez y croire? Bien sûr que je suis entièrement motivée, je suis très motivée pour remporter cette élection. Alors bien sûr, comment y croire? On voit que notre circonscription, comme toute la France d'ailleurs, est fracturée. Elle est fracturée, la France est exaspérée et c'est nourri par des haines qui sont attisées par le Rassemblement national. Ce sont des haines qui sont attisées aussi par le LFI, par le Nouveau Front populaire, surtout certains de leurs partis. Donc ces haines sont tellement provoquées, elles provoquent tellement de fractures que moi, je n'ai pas du tout ces convictions, je ne porte pas du tout ces valeurs et que mon engagement face à ces haines est totalement intact et total. Et donc je compte par mes propositions sincères et irréalisables, convaincre ceux qui doutent. Et le doute, c'est qui? C'est le premier parti, c'est l'abstention. Et il y a beaucoup de voix à aller chercher à l'abstention. Et il faut miser sur ces personnes qui sont en doute. Tous les jours sur le terrain, on s'en rend compte. Ils nous disent on est perdu, on ne sait plus. Et ils perdent confiance envers les instances politiques. Pourquoi? Parce que, évidemment, des fois, il y a des associations, pas convenables qui se font entre les partis. Et donc là, les gens sont complètement exaspérés. Et je compte ramener de la confiance politique pour cette circonscription. Justement, Michel Crouzet, on a appris hier que la sénatrice UDI de Lyon, Dominique Verrien, apportait son soutien à Nicolas Soret. Comment vous analysez cela et qui sont vos soutiens dans les élus locaux du département? J'ai des nombreux élus locaux qui me soutiennent, il y a des maires qui me soutiennent, il y a des responsables d'entreprises qui me soutiennent, il y a des grandes entreprises qui me soutiennent. Donc en fait, ce que fait Dominique Verrien, effectivement, on pourrait se dire, c'est peut-être plutôt une magouille en fait, politicienne que je qualifierais. Et en tout cas, en 2022, elle me soutenait. Aujourd'hui, elle ne me soutient plus. Elle estimait que M. Soret était le mieux à même pour cette élection, le mieux placé en tout cas. Que l'UDI porte les valeurs du Front populaire, c'est assez étonnant. Donc, Mme Verrien, à mon avis, c'est plutôt une affaire personnelle qu'elle fait là. Et donc, dans ces cas-là, je ne pense pas que ce soit c'est ses propos. Et, c'est un nom qui compte, en tout cas, au niveau local. Est-ce qu'il y a des élus, on va dire, connus dans le département, des noms que vous pourriez donner, qui vous soutiennent? Il y a des élus qui me viennent des petites communes, il y a des chefs d'entreprise qui me soutiennent. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe avec Dominique Verrien, pour en revenir, si vous voulez revenir à Dominique Verrien, à mon avis, peut-être qu'elle prévoit peut-être pour les prochaines échéances, c'est peut-être ça qui l'intéresse. C'est pas l'intérêt général qui l'intéresse, c'est surtout son intérêt personnel. Alors, on va demander justement, Nicolas Soret, vous avez magouillé avec Dominique Verrien? Magouillé, non, pas lui, mais disons qu'en tout cas, elle a ses intérêts personnels qui doivent primer. Écoutez, Nicolas Soret, forcément, c'est une bonne nouvelle pour vous, ce soutien?
Oui, c'est évidemment une bonne nouvelle pour moi. J'apprécie le travail de Dominique Vérien comme sénatrice. On se connaît depuis longtemps. Nous avons des désaccords. Elle est de droite, je suis de gauche. Mais Dominique Vérien, elle souligne dans le soutien qu'elle m'apporte que ça fait des années que je travaille sur ce territoire, que je le connais bien et que ça fait des années que je travaille avec tous les élus locaux. Moi, je ne me suis jamais arrêté à une étiquette dès lors qu'il faut faire avancer le territoire. Je préside une intercommunalité où je n'ai pas de majorité politique. Je préside le PETR où je n'ai pas de majorité politique. J'ai toujours été élu sur mon nom parce qu'on a toujours souligné le travail que je faisais. Dominique Vérien, je pense qu'elle mesure le temps de l'histoire dans lequel on est aujourd'hui avec l'extrême droite qui peut arriver au pouvoir à l'issue de ces élections. C'est d'ailleurs cette menace qui, moi, m'a fait sortir de ma mairie pour me présenter à ces élections législatives parce que je n'imagine pas, dans un temps comme ça, avec les chiffres que vous avez rappelés, on sait les lire, les chiffres, sur la 3e circonscription, je n'imaginais pas rester passif dans un moment comme ça. Et moi, le 8 juillet au matin, je veux pouvoir me dire que j'ai tout fait. Mais vous êtes candidat à nouveau Front Populaire. Est-ce que pour les LFI qui vous soutiennent, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce soutien de Dominique Vérien ? Vous savez, moi, je me suis engagé dans cette campagne en étant extrêmement clair sur ce que je suis, ce que est mon parcours. Je suis socialiste. Moi, je n'ai jamais varié de parti politique. Je suis socialiste depuis toujours, depuis 2002, où j'ai pris ma carte suite à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles. Et je n'ai jamais varié. Je suis dans mon couloir. Donc, moi, je suis un candidat socialiste qui ne varie pas. Si jamais je suis élu député, et je le souhaite, je travaille je siégerai au groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Alors, on est clair, moi je leur ai toujours dit, dans cette circonscription, on ne gagnera que si on est capable de rassembler. J'ai d'abord rassemblé la gauche, et maintenant je rassemble au-delà de la gauche. C'est le signal du soutien de Dominique Vérien à ma candidature. C'est ce qu'on appelle le grand centre. Vous le savez, sur le terrain, Nicolas Sauret, les électeurs vous parlent de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, c'est l'homme dont on parle systématiquement à gauche et qui est un repoussoir pour une partie des électeurs. On a même entendu M. Ruffin parler d'obstacles à propos de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous partagez ce mot ? Vous l'entendez sur le terrain ? Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui se présente dans la 3e circonscription de Lyon. C'est moi. Vous êtes associé à Jean-Luc Mélenchon ? Nous nous sommes associés sur un programme. Les 4 familles politiques se sont associées sur un programme. Ce n'est pas le programme de la LFI, ce n'est pas le programme de François Hollande de 2012 dont il a montré qu'on n'était pas allé assez loin dans la transformation sociale. C'est un dépassement. On va venir sur les programmes juste après, mais Julien Audoul, on ne vous a pas entendu. Comment vous voyez notamment ce soutien de Dominique Vérien finalement, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour vous si tout le monde se réunit derrière une seule personne ? Si vous le permettez, déjà j'aimerais dire que nous vivons une période historique. Cette période historique est finalement la petite lueur au bout du tunnel après 7 ans de macronisme. Moi, sur le terrain, sur les marchés, les gens me disent « enfin on peut y arriver, enfin on peut gagner, enfin on peut changer les choses ». Et c'est vrai que tous ces messages extrêmement enthousiasmants, optimistes, d'espoir, moi, me font chaud au cœur. Et très clairement, ce qui s'est passé lors des élections européennes a été une volonté extraordinaire du peuple français de changer les choses. Plus de 45% dans le nord de Lyon, un score historique. Et moi, je suis le porte-parole de tous ceux qui veulent se rassembler pour voir les idées majoritaires, les idées du bon sens, les idées qui sont partagées par une majorité de nos compatriotes, c'est-à-dire le retour de l'ordre, de l'autorité, du mérite, moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Tout cela, aujourd'hui, doit triompher, à condition, effectivement, de se rassembler, de se mobiliser dans les urnes. Et moi, je suis extrêmement enthousiaste de voir cet espoir pour des millions de Français. Alors, vous voulez montrer l'espoir, vous voulez rassembler, mais vous n'hésitez pas non plus à attaquer vos adversaires. Vous avez eu des mots très durs sur M. Sauret durant la semaine. Mais je vais en dire un mot. Et il ne faut pas qu'il y ait de faux semblants. Avec Nicolas Sauret, on se connaît bien, on se côtoie, on se parle, on s'appelle. Nous avons des contacts entre élus. Et moi, en tant que député, j'ai toujours été sensible à avoir le contact des maires. Et je pense que c'était aussi le souhait de Nicolas Sauret. Ce n'est pas la personne de Nicolas Sauret qui est tout à fait respectable. C'est le pacte avec le diable qui a été passé avec Jean-Luc Mélenchon. C'est cet immonde accord avec le NPA de Philippe Poutou qui est visé pour apologie du terrorisme. C'est des comportements odieux, immondes, que j'ai côtoyés, que j'ai subis à l'Assemblée nationale pendant 2 ans. C'est des déclarations, c'est l'antisémitisme. Encore une fois, cet accord entre le Parti socialiste, LFI, les écologistes,
on n'est pas sur un point de TVA ou sur la hauteur des haies dans les parcs municipaux. On est sur la haine des Juifs, on est sur la haine de la police, on est sur le matraquage de nos concitoyens. Et moi, je vais poser une question. Vous jouez sur la corde sensible. Je vais poser une question à Nicolas Sauret. Vous jouez sur la parce qu'encore une fois, sensible. je pense qu'il faut la clarté. Il faut la clarté pour les électeurs qui Posez nous votre regardent. question, allez-y, M. Odoul. J'aimerais savoir ce qu'ils pensent, notamment d'un certain nombre de candidats. Amal Bentoussi, qui est candidate Nouveau Front Populaire, et qui nous dit on ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe. J'aimerais que vous nous disiez, M. Sauret, ce que vous pensez d'Ismaël Boudjeka, qui est un soutien du Nouveau Front Populaire et qui nous dit « l'homosexualité n'est pas dans l'ordre naturel des choses ». J'aimerais que vous parliez aussi de Raphaël Arnaud, qui est fiché S 3 fois, qui constitue une menace pour la sécurité publique, et avant d'être investi par votre nouvelle formation politique, qui a été placée en garde à vue pour violence. J'aimerais que vous nous disiez aussi ce Raphaël Pitti, candidat du Nouveau Front Populaire, qui nous dit « Je suis allé voir le ministre de la Santé du Hamas, c'est un homme admirable ». Alors, on va laisser répondre. C'est tout ça, le Nouveau Front Populaire, auquel vous vous êtes associé. Oui. Nicolas Sauret. Alors, depuis plusieurs jours, je suis victime, de la part de Julien Odoul, d'attaques tout à fait menées en règle sur un programme qui n'existe pas. Au point que quand il parle de moi, je me suis au début demandé si c'était bien de moi qu'il parlait. Il dit, Nicolas Sauret, il veut désarmer les gendarmes et les policiers. Et moi, je suis le seul maire de Lyon à être membre de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale. Il dit, Nicolas Sauret est un soutien des islamistes. Mais qui a organisé dans sa ville des rassemblements pour ces enseignants qui ont été assassinés sur le fondement religieux? Qui, dans sa ville, mène le travail pour plus de respect? C'est moi. Donc, je ne me reconnais absolument pas dans les procès qui sont faits. Ce sont des mensonges. Vous êtes tenu par un programme politique. Mais ce programme politique, il ne dit absolument pas ça. Mais bien à aucun moment, non. Mais que toutes celles et ceux à qui vous tentez de faire croire qu'il y a ça dans le programme politique, le lisent. Il n'y a absolument rien dans le programme politique qui parle du désarmement. Alors après, vous me renvoyez des noms de gens d'ailleurs que je ne connais pas. Mais je me doutais de cet exercice. Alors moi, j'ai fait aussi l'exercice d'aller voir chez vous qui a été investi. Oui, on ne va pas faire une litanie, mais Madame Alarcon, dans la 3e circonscription de Haute-Garonne, qui nous dit que l'aide à l'Ukraine alimente aujourd'hui le marché de la vente d'organes. Monsieur Thierry Dussud, dans la 2e circo de l'Ardèche, qui rend régulièrement hommage à Pétain sur sa page Facebook. J'en ai 2 pages. On ne va pas faire. C'est le musée des horreurs. C'est le musée des horreurs. Alors, vous n'avez rien, vous n'avez des caricatures. En tout cas, on va écouter juste après Michel Crouzet. En tout cas, cette séquence, elle représente un petit peu ce qu'on voit dans cette campagne. Et justement, on voudrait vous proposer, on a réalisé en fait un mur de mots, parmi les mots qu'on aura le plus entendus durant cette campagne, pour le moins particulière. Vous les voyez qui s'affichent là. Vous remarquerez également qu'il y en a très peu de positifs. Je voudrais juste vous demander s'il y en a un pour vous qui est important ou s'il y en a un qui, à l'inverse, n'avait rien à faire dans une campagne électorale. Michel Crouzet. Je choisis un mot. Allez-y. Alors, je vais mettre... Ou celui qui vous semble important ou celui que vous auriez voulu ne pas voir dans cette campagne. Ah, qui j'aurais pas voulu voir dans cette campagne. L'un ou l'autre, vous choisissez. Ouais, d'accord. Il y en a plusieurs, en fait. Rapidement. Racistes, immigrationnistes, antisémites. Et sur ces mots, vous pensez quoi? Que ces thèmes n'auraient pas dû En fait, comme je vous disais tout à l'heure, on joue sur la haine des gens, mais on n'arrête pas. On n'arrête pas. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut fracturer la France. C'est comme ça qu'on parle comme M. Odoul, il dit qu'il va sur les vides-greniers, il va sur les marchés. Mais comment on fracture la France en utilisant des mots comme ça? Moi, ils étaient outrés quand ils étaient désespérés d'entendre vos propos sur le binationalisme, c'est incroyable. Quels propos, Mme Crouzet? Vous avez des propos qui sont horribles. Quand vous avez voulu sur la binationalité, vous avez des propos racistes. Il y en a qui m'ont dit. Citez les propos, Mme Crouzet. Bien sûr, c'est tous les jours sur les marchés. Citez les propos. Vous aimez bien faire cela. Citez les propos, Mme Crouzet. Comme ça. Mme Crouzet, vous dites toujours les étrangers dehors. Vous allez les femmes qui doivent accompagner leurs enfants à l'école avec le hijab. Voilà, la première des résolutions que vous avez tenté de prendre, une proposition que vous avez tenté de faire à l'Assemblée nationale, c'est de vous en prendre après les
femmes qui devaient accompagner leurs enfants à l'école, il ne fallait pas qu'elles soient habillées de telle et telle façon. Mais du coup, dans les écoles, nous, dans le nord de Lyon, eh bien, il n'y a plus personne pour les accompagner. Alors, des propos comme cela, il y en a qui avaient dit, ils avaient honte. Et d'ailleurs, quand vous avez été les voir, elles vous ont insulté parce qu'elles ont dit, vous dehors, parce qu'elles ne voulaient pas vous voir, parce que vous n'avez que de la haine à leur égard. Vous n'avez que de la haine à leur égard. Mais sur quelle planète vous vivez ? Je ne sais pas ce que vous avez bu dans les loges, mais en tout cas, il faut se reprendre, Madame Crouzet. Là, vous racontez n'importe quoi. Alors, je sais que c'est un exercice favori. Vous passez votre temps. Vous étiez la députée du néant. Là, vous êtes la candidate du n'importe quoi. Dites-moi ce que vous avez fait à l'Assemblée nationale. Vous n'avez rien fait. Rien. Vous avez parlé de pouvoir d'achat. Rien sur le pouvoir d'achat. Vous avez absolument. Moi, au bout d'un an, j'avais déjà fait un rapport. On va parler du pouvoir d'achat. Et puis, Monsieur Odoul, quand on se moque des agriculteurs avec le suicide d'un agriculteur, est-ce que la corde était française ? Écoutez, là déjà. Et est-ce qu'il s'est pissé dessus ? Je pense que vous dites avec vos amis, vous ne passez votre temps qu'à avoir de la haine pour les gens et vous vous moquez des gens. Et ça, c'en est typiquement parce que vous me faites de la peine, Madame Crouzet. Vous faites de la peine. Alors, une réponse rapidement à Julien Audoul. Non, mais très sincèrement, Madame Crouzet était la députée du néant, elle est aujourd'hui la candidate du n'importe quoi. Vous savez, moi, dans n'importe quelle commune du nord de Lyon, quand je suis allé voir que ce soit les habitants, les élus locaux, on riait, on s'esclaffait du bilan qui était affligeant de Madame Crouzet. Donc c'est pas tellement... Vous savez, surtout ce qui a fait du mal ces 7 dernières années, c'est la politique qui a été menée, c'est la politique qui a soutenu... J'ai voté des lois à l'Assemblée nationale, vous n'en avez voté aucune, vous, jusque-là. J'ai voté des lois à l'Assemblée nationale, vous n'avez rien fait. Oui, ça a été très performant, visiblement. Pas de loi votée. Très performant. Non, mais très sincèrement, ça n'intéresse pas les Français, cet échange avec l'aigreur qui caractérise Madame Crouzet, qui n'a pas certainement... Alors justement, on va avancer sur les thématiques de campagne, mais je pense que c'est plus intéressant. Un mot à retenir pour vous, le mot le plus important de cette campagne, très rapidement, et après, Nicolas Sauret, et on avancera sur le thème qu'on a choisi de développer. Je pense que le mot chaos est un mot important, puisqu'il y a un risque de chaos dans cette élection. Il y avait le chaos macroniste qu'on a subi pendant 7 ans. Rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron nous disait ce sera moi ou le chaos. Finalement, on a eu le chaos et Emmanuel Macron. Et puis, il y a un risque, effectivement, de voir l'extrême gauche, cette coalition d'extrême gauche, arriver aux manettes. Qui pour vous amènerait le chaos. Qui serait une ruine totale pour notre économie et ce qui serait surtout le chaos sécuritaire et migratoire, compte tenu des politiques qui seraient menées. La même question à Nicolas Sauret, rapidement. On va avancer. Ce qui est très marquant dans ce nuage de mots, c'est quand même qu'il n'y en a pas un de positif. Je ne sais pas si c'est vous qui les avez choisis. Et comme alors, on est parti du principe, dans le modèle des personnes, les mots qu'ils avaient plus entendus sur cette campagne. Si vous la trouvez positive, cette campagne, c'est votre avis. C'est assez terrible, en fait, de voir qu'il ressort ça. Alors moi, je vais choisir un mot, c'est le mot de ras-le-bol. Parce que, effectivement, c'est ça que j'entends, moi, quand je fais du terrain tous les jours. C'est-à-dire, quand vous êtes maire, c'est ça. C'est-à-dire ce ras-le-bol sur la politique extrêmement injuste qui a été menée et qui n'a pas porté les fruits attendus. On y reviendra avec 9 millions de pauvres. Ce ras-le-bol face à l'injustice sociale, face à l'injustice fiscale. Et ce ras-le-bol aussi de voir peut-être que les élus ne prennent pas en compte suffisamment les besoins des gens et ne leur apportent pas des réponses extrêmement concrètes. Alors vous parlez de ras-le-bol, justement, il y en a un qui va nous amener au thème que nous avons choisi de développer dans ce débat. Le pouvoir d'achat, on va vous interroger tous les trois sur vos programmes, sur les propositions de vos partis. Que faut-il par exemple concernant les factures énergétiques dont on parle quasiment tous les jours dans nos médias? Madame Crouzet, quelles sont les propositions que vous faites pour la majorité? Pour la facture énergétique, effectivement, nous on a la baisse de la facture de 200 € sur l'électricité qui est due justement à une réforme du marché européen. Alors pourquoi? Il faut savoir que sur le marché européen, en fait, il y a une négociation qui est faite et sur le marché européen, l'énergie représente 5 milliards d'excédents pour la France. Alors nous, la France, qu'est-ce qui se passe? Quand on a trop d'électricité, on la vend et quand on n'en a pas assez, on en importe. Et le solde est positif puisqu'il est de 5 milliards. Mais Monsieur Bardella, évidemment, qui est toujours absent. Monsieur Bardella, qui est toujours absent au Parlement européen, a voté contre au niveau européen. C'est Monsieur Bardella qui, au niveau européen, a voté contre donc la réforme du marché européen de l'électricité. Et maintenant, d'ailleurs, comme toutes les reculades qu'il a pu faire depuis là, ces derniers jours, jusqu'à encore ce matin, et Monsieur Odoul, d'ailleurs, vous n'avez pas brillé vraiment sur Force Info non plus ce matin, eh bien, en fait, on se rend compte que vous allez, maintenant, ils sont pour. La plus grande fan. Et donc, du coup, je me suis permis
proposition à vous. Baisse de la TVA sur les énergies pour une famille, alors des 15%, donc de passer de 20 à 5,5. J'ai pris une famille de 4 personnes. Alors là, je vous ai fait un petit truc. Une famille qui a 2 voitures, eh bien, en fait, leur coût, c'est 2280 € par an TTC. Et s'ils chauffent une maison, ça leur coûte 2835 € TTC. Mais en fait, l'économie qu'ils peuvent avoir, ce sera une économie de 618 € par an, ce qui fait environ 50 €. Et vous annoncez 150 à 200 €. On va vous appeler Bruna Le Maire. Complètement faux. Alors voilà. Donc là, je pense que vous allez prendre un cours de mathématiques et puis en fait pour le calcul de l'énergie. Je vous porte ça à disposition. En fait, Madame Crouzet, la réduction que vous proposez sur les tarifs de l'électricité, c'est pour ça quand ? Va se faire là, bientôt. Là, ça va se faire maintenant puisqu'il y a la réforme, puisque au niveau européen, la tarification maintenant, c'est voté sur le niveau européen. Donc ça se met en place. Donc vraiment, toutes les mécaniques sont faites pour qu'il y ait une réduction qui se fasse en moyenne de 200 €. Madame Crouzet, vos calculs ne sont pas exacts. Là, c'est baisser la TVA, d'abord une hérésie, parce qu'en plus, les énergéticiens vont être forcément très heureux d'avoir une TVA qui va baisser, pourront augmenter leurs factures. C'est très compliqué de se concentrer dans ce débat. Allez-y. Le pouvoir d'achat, comme chacun le sait, c'est la priorité de nos concitoyens, et notamment la facture d'énergie. Cette facture d'énergie qui n'a eu de cesse sous Emmanuel Macron de s'envoler pour arriver à des niveaux qui sont insoutenable. Le tarif de l'électricité en France est le moins cher d'Europe. Pareil pour le tarif de l'électricité en France est le moins cher d'Europe. Pour le carburant dans la ruralité, dans le nord de Lyon. Effectivement, quand l'essence et le diesel sont hauts, c'est des Français qui sont pénalisés, qui sont assignés. Alors comment vous faites, vous ? Nous demandons, une mesure très claire, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies. Très clairement, nous souhaitons faire des produits énergétiques, des produits de première nécessité, sur le fioul, l'électricité, le gaz. Et d'ailleurs, nous reviendrons sur la hausse scandaleuse du gaz qui était décidée par le gouvernement Macron au 1er juillet prochain. Il faut savoir, et nos concitoyens le savent déjà, que cette facture de gaz va être augmentée de près de 12% après les hausses d'électricité, 10% au 1er février dernier, 15%. Et en quoi la TVA va faire quelque chose ? Donc la baisse de la TVA de 20% à 5,5, c'est 150 € à 200 € de pouvoir d'achat. Elle profitera dessus aux consommateurs. Elle profitera, évidemment. Et en fait, nous avons des exemples très concrets à l'étranger, chez nos voisins portugais et espagnols. Les macronistes regardent toujours ce qui se passe au niveau européen, donc nous le faisons. Et nous voyons, effectivement, et d'ailleurs c'est prouvé et démontré par les économistes, que cette baisse a été respectée par les distributeurs et que les consommateurs sont 100% gagnant. Voilà, donc ça profite à tous les Français. Nicolas Sorel, les propositions de Nicolas Sorel. Bien sûr, à tous les Français. Moi, je suis très heureux qu'on soit tombé sur ce sujet du pouvoir d'achat dans notre débat, parce que pour moi, c'est un sujet qui est absolument central. C'est le sujet qui fait qu'il n'y a plus de confiance de la part des gens. Il n'est pas normal que quand on travaille, on ne puisse pas, à la fin du mois, avoir, une fois qu'on a payé l'ensemble de ses factures, de ses charges, un reste à vivre qui permette de vivre et non pas de survivre. Et donc, on a, nous, au Nouveau Front Populaire, mis vraiment le pouvoir d'achat au cœur de nos mesures. Alors des mesures immédiates, concrètes, mais c'est plus global. Le blocage des prix immédiat sur l'énergie, mais aussi sur les carburants et sur les produits de première nécessité. C'est l'augmentation du SMIC porté à 1 600 € net. C'est l'augmentation des APL et des points de fonctionnaires. C'est un rattrapage du gel qui a été décidé par les gouvernements. Et on pourrait rajouter, il y a d'autres mesures de pouvoir d'achat. Par exemple, la rénovation des logements. Moi, je le fais comme du Jovinien. J'ai mis en place une maison de l'habitat qui permet aux gens de rénover leur habitation parce que c'est moins de consommation énergétique et plus de pouvoir d'achat regagné. Mais surtout, au-delà de ces mesures immédiates dans les 15 premiers jours, l'enjeu, c'est surtout de changer de politique économique, de changer de politique. Alors, juste sur ces réponses immédiates, Julien Audoul voulait réagir. Oui, mais attendez, je termine. Mais vous continuerez après. Julien Audoul. Moi, je coupe personne. Pour le moment, je ne sais pas si les temps de parole sont comptés, mais ils sont comptés. J'ai le sentiment. C'est pas une accumulation de tribunes. C'est pas une accumulation de tribunes. On va laisser répondre Monsieur Audoul sur les mesures immédiates et vous enchaînerez après. Vous reprendrez la parole après, il n'y a pas de souci. Monsieur Audoul, répondez. Monsieur Audoul. Laissez répondre, Monsieur Sorel. Il y a une escroquerie dans le programme de l'extrême gauche, c'est l'augmentation du SMIC. L'augmentation du SMIC serait un cauchemar pour les chefs d'entreprise et conduirait bon nombre de nos entreprises
à la ruine et à mettre la clé sous la porte. Pourquoi c'est faux? Et d'ailleurs, c'est faux d'un mot, d'ailleurs, monsieur Bompard, monsieur Bompard, pour que les TPE et les PME puissent le faire. Alors, laissez répondre. Vous avez dit que ce serait une catastrophe, mais chacun votre tour. On a compris l'idée. Après, on a compris l'idée. C'est mieux. Mais je veux dire, hier, monsieur Bompard, lors d'un débat, nous a bien dit qu'il laissait les chefs d'entreprise totalement dépourvus de soutien. Les chefs d'entreprise ne pourront pas assumer cette augmentation. Nous proposons une incitation d'augmenter le salaire de 10% avec compensation de baisse de cotisation patronale. Alors, la réponse pour l'économie, c'est l'augmentation des salaires dans les propositions du Rassemblement, c'est absolument pas efficace. La baisse de la TVA, elle a été essayée dans la restauration il y a quelques années. Vous savez, ça n'a absolument pas fait baisser les prix. Ça a permis aux restaurateurs, et à cette époque, en 2008, c'était nécessaire de restaurer leur marge. Mais ça n'a pas fait baisser les prix. Quand vous baissez la TVA, ça ne baisse pas les prix. Et comme la TVA, ça marche en Espagne, au Portugal, monsieur Sorel. C'est l'impôt le plus injuste qui soit, ça veut dire que vous ne ciblez pas votre aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2017 ? Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement qu'a soutenu notamment Michel Crouzet ? Emmanuel Macron, il a fait le pari de baisser les impôts et les prélèvements sur les plus riches, avec cette croyance que ça allait augmenter le taux d'emploi, ce qui rétablirait la croissance et permettrait de financer la dépense publique. C'est comme ça qu'il a été affublé du sobriquet du président des riches. C'était la fameuse théorie du ruissellement. Cette théorie, c'est un échec. C'est un échec, on le voit. Alors ça a marché pour enrichir ceux qui l'étaient déjà. En 2023, 100 milliards d'euros des entreprises du CAC 40 en dividendes. C'était un record d'Europe. L'année d'avant, en 2022, on avait déjà eu un record d'Europe. Donc, il faut passer à la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on crée de la richesse, puis on la redistribue. 5 tranches d'impôts supplémentaires, monsieur Sorel, alors que notre pays subit un matraquage fiscal indécent. Précisément. Le problème, ce sont les classes moyennes. Le problème, ce sont les classes... Mais oui, pour matraquer encore et encore les Français. C'est pour réétaler. Non, c'est tout le quand on enlève l'impôt sur alors que les Français sont les plus matraqués au monde en termes de prélèvements je me pose en faux. Vous parlez on n'entend plus rien. C'est absolument le contraire. 5 tranches d'impôts supplémentaires. On va demander à Michel Crouzet de se positionner. Michel Crouzet est en retard sur le temps de parole. Monsieur Sorel, laissez parler, s'il vous plaît, Michel Crouzet. On oublie un passage. On a eu la crise Covid. Et je peux vous dire que l'État français a soutenu l'économie comme jamais, comme nulle part ailleurs dans le monde. Et ça, on l'oublie tout de suite. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini, alors on n'en parle plus. Et effectivement, le soutien à l'économie, ça a eu un coût. Mais la dette, c'est pas le Covid. On a soutenu l'économie. On a soutenu l'économie et on a créé des plans de relance. Alors, je reviens sur les plans de relance que nous avons faits. On a fait des plans de relance au niveau des entreprises. Moi, j'ai soutenu des entreprises. Dans Lyon, j'ai soutenu plusieurs entreprises qui ont eu du plan de relance. Et ces plans de relance favorisent l'emploi, ils ont pu investir, ils ont pu être concurrentiels sur des marchés. C'est une politique de l'offre. Et par ailleurs, il y a une prime qui s'appelle la prime Macron, qui par exemple permet à des ouvriers d'avoir tous les salariés d'une entreprise, et d'ailleurs que ça concerne tous les salariés dans une entreprise, qui permet de toucher une prime si l'entreprise le permet. Et ça, il faut d'abord, on peut pas, monsieur Sorel, on ne peut pas dire aux entreprises, on vous fixe un SMIC à 1 600 €. Mais les entreprises, le chef d'entreprise, ça lui coûte 500 € par mois. Alors j'ai entendu monsieur Bompard hier dire « Ah ben oui, mais il va pouvoir emprunter un taux zéro à la banque. » Je me suis dit, mais qui paye le prêt? Il parlait des investissements. Personne ne propose alors, il a dit qu'il y avait un prêt à taux zéro. Alors, Nicolas Sorel va répondre et après on va enchaîner. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son entreprise, qui dirige son entreprise, et à partir du moment où on commence à lui dicter ce qu'il doit faire comme versement de salaire, parce qu'il y a quand même le SMIC qui existe, et je suis d'accord qu'il faut augmenter les salaires. Et nous, en tout cas au Modem, on est sur le partage de la valeur, quand la valeur, elle doit être redistribuée. Et ça, en plus au Modem aussi, sur le partage des dividendes, ça c'est notre ADN qu'il y a au Modem. On l'a fait. Il y a eu pendant la loi Pacte, on a déposé un amendement qui avait même après des plus, mais il y a eu un abonnement qui a été fait pour que... Et ça a marché. On laisse répondre Nicolas Sorel, vous allez pénaliser les entreprises en faisant ça, et après on avance. Il faut laisser les entreprises, en fonction de leur dividende, en fonction de ce qui leur reste, elles doivent pouvoir le faire. On a bien compris. Michel Crouzet, laissez répondre, ça fait vraiment beaucoup. On licencie dans votre propos. On licencie dans votre cas. Le SMIC à 1 600 €, ça détruit des emplois. Ah bah oui, 500 000. Le tissu économique de la 3e circonscription de Lyon, celle qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les TPE, les PME. Le programme du Nouveau Front Populaire,
c'est pas à celle-ci qu'elle parle quand elle dit qu'elle va augmenter la fiscalité. Ce sont aux très hauts revenus, aux très grandes entreprises qui ne redistribuent pas suffisamment à juste proportion de ce qu'elles pourraient contribuer à l'effort national. Le SMIC à 1 600 €, ce sont les TPE et les PME qui vont le payer, des entreprises, y compris les TPE et les PME, mais parce que nous savons et nous avons conscience que cela peut être une difficulté pour un certain nombre d'entre elles, nous créerons un fonds de péréquation, financé notamment par l'ISF et par la taxation sur les super profits. Voilà. Là, la taxation sur... Non mais c'est intéressant. Attendez, je peux terminer. C'est un point très important. C'est intéressant de voir que vous avez des entreprises qui ont été portées et, Madame Crouzet, personne ne nie que c'était utile. Moi, je suis vice-président au développement économique de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je vois bien que c'était utile au moment du Covid de porter les salaires pour faire en sorte que les entreprises ne s'écroulent pas. Mais on est désormais dans un deuxième temps. On est sorti de cela. Et on a vu des entreprises extrêmement aidées qui, dès l'année suivante, ont reversé des dividendes énormes à leurs actionnaires. Est-ce que, ça ne choque que moi de dire à un moment, il est normal que l'État aille reprendre. Sur cette question, juste un mot, Julien Audoul, vous parliez de matraquage fiscal, 30 secondes et après, vraiment, on avance. Mais on en est en plein dedans, finalement. Entre cet ISF qui va être établi, qui ne va pas seulement s'en prendre aux plus riches. Il y a cette mythologie de dire que c'est les très très riches qu'on va aller taxer. Oui. L'ISF, les patrimoines de plus de 10 millions d'euros. Vous en connaissez beaucoup dans le nord de Lyon, des patrimoines de plus de 10 millions d'euros. Laissez terminer, on va clore ce chapitre. Votre ISF à vous va concerner des petits propriétaires. Mais pas du tout. Mais si, mais bien sûr que si. Vous essayez de remettre dans les têtes. En fait, il y a le programme de Nicolas Sauret et puis il y a le programme de pas du tout. C'est vous fantasmez un programme. Vous fantasmez un programme depuis le début de cette campagne. C'est vous qui êtes dans l'hypocrisie la plus totale. Vous avez créé un programme du Mouvement populaire qui vous arrange pour mobiliser vos troupes. Créez votre propre parti si vous êtes en désaccord avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez vous en prendre aux propriétaires. Depuis le début de cette campagne, vous dites vous allez les taxer. Et je connais bon nombre de propriétaires, dans le Jovinien notamment, qui ont économisé toute leur vie pour s'acheter leur maison. On ne parle que vous allez taxer, alors que notre pays est champion olympique du matraquage fiscal, que les Français payent la taxe, l'impôt à un niveau qui est sans précédent et que nous ne bénéficions pas des services publics. Quand on réétale l'impôt sur le revenu en créant d'autres tranches, c'est précisément pour desserrer les taux sur les classes moyennes. Ce qui a été fait avec le président Macron, ils ont pressuré. Aujourd'hui, vous avez des classes moyennes qui estiment qu'elles ne sont jamais aidées parce qu'elles ont trop de revenus, mais qu'à la fin du mois, elles ne s'en sortent plus. On a compris que vous avez des avis très différents et que vous n'allez pas vous convaincre sur le vous êtes déjà très en avance. Et en plus, il faut qu'on avance justement, nous aussi. Et justement, on passe aux questions flash. Alors à chaque fois, une proposition concrète, nous vous demandons de nous dire si vous y êtes favorable ou pas, en 2 phrases, 15 secondes, et vraiment cette fois, essayez de vous y tenir. On commence tout de suite avec la première, abroger la réforme des retraites. Julien Audoul. Favorable. Nous sommes partisans, je peux dire un mot quand même. Oui, allez-y. Nous sommes partisans d'une réforme juste, c'est-à-dire 40 annuités travaillées pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et 42 annuités travaillées pour ceux qui ont commencé à travailler après 20 ans, donc avec un départ à l'âge légal 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler après 20 ans. Ça me fait doucement rire puisque M. Bardella, hier soir, nous a annoncé 66 pour quelqu'un qui commençait. Donc non, en 2 phrases. Donc en fait, non, déjà la réforme des retraites, elle a été faite, elle n'est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, on ne reviendra pas, on revient pas sur des mesures comme cela à la reculade. Merci Nicolas Sauret, votre réponse. Dans les 15 premiers jours, on abrogera les décrets de la loi retraite du gouvernement Macron. C'est parfaitement clair, merci beaucoup. Faut-il modifier le droit du sol, Michel Crouzet? C'est une question qui est extrêmement complexe parce que déjà le droit du sol, c'est déjà un droit qui est déjà où déjà on a déjà apporté des solutions. C'est vrai que on va reprendre toujours l'histoire de l'île de Mayotte où c'est plus compliqué. Il y a des mesures qui ont été prises. En métropole, oui ou non? Pardon? En métropole, oui ou non? En métropole, non, on ne revient pas sur le droit du sol. Julien Audoul? Oui, bien évidemment. L'immigration aujourd'hui pèse de manière insensée dans le quotidien des Français. Nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus
accueillir davantage. Il faut déjà assimiler les étrangers que nous avons sur notre sol. Et il faut surtout faire passer les Français avant par la priorité nationale que nous souhaitons instaurer. Nicolas Soret, sur cette question. Non, on ne revient pas sur le droit du sol, qui est dans notre droit français depuis plusieurs siècles. 1515. Prochaine question flash, les éoliennes, stop ou encore, Nicolas Soret. Alors, moi je préside une intercommunalité où à 2 reprises il a fallu se positionner sur des projets éoliens. Donc, sous ma présidence, 2 fois on a dit non. Pour autant, moi je ne suis pas anti-éolien. Je dis simplement ni n'importe où, ni n'importe comment. Michel Crouzet. Pareil, ni n'importe où, ni n'importe comment, mais on a besoin d'un mix énergétique. Et il faut être vigilant. Alors quand c'est possible sur des zones où ça n'a pas d'impact plus que ça, je suis favorable. Mais dans des zones où c'est effectivement, on a dit sur des sites remarquables ou des choses comme ça, ça peut gâcher au niveau des habitations, je suis contre. Julien Audoul. Stop aux éoliennes, on en a marre. Et si Jordan Bardella est Premier ministre le 8 juillet, les projets éoliens qui menacent la Celle-Saint-Cyr et Béon ne verront jamais le jour. Il y a encore quelques semaines, ils proposaient carrément de démonter les parcs éoliens au RN. Mais ils ont bougé comme ça, comme Non, sur non. ça. Allez, on va passer. On passe à la dernière. Ils ont plus d'une corde à leur arc. S'il vous plaît, On n'a on qu'un passe seul à la dernière. Ils changent d'avis régulièrement. On n'a pas dit comme vous. Ah bah oui, S'il vous plaît, on passe à la dernière question. Il évolue tous les jours, votre programme. Faut-il mettre fin à la liberté d'installation des médecins, Julien Audoul? C'est une vraie question. C'est une vraie question et pour laquelle je serais peut-être en désaccord avec mon parti politique, effectivement. Il y a dans le nord de Lyon une préoccupation sur le manque de médecins. Beaucoup de choses ont été tentées. Je tiens à saluer les municipalités qui ont fait des efforts nécessaires pour inciter les médecins à s'installer. Force est de constater, malheureusement, qu'aujourd'hui, c'est insuffisant, que la suppression du numerus clausus, sa transformation, n'a pas apporté et n'apporterait pas, visiblement, le renfort de généralistes suffisant. On Je pense qu'il faut peut-être trouver d'autres options. Est-ce que c'est la liberté, enfin mettre un terme... On va poser la question. Merci Julien Audoul. question. On a compris, merci. Nicolas Soret. Non, nous, on ne propose pas de remettre en cause la liberté d'installation des médecins. Par contre, on propose d'aller plus loin sur l'incitation. C'est-à-dire de dire à un jeune médecin qui voudrait s'installer, par exemple, sur la Côte d'Azur, là où il y a déjà beaucoup de médecins, vous avez toute liberté d'y aller, mais vous ne serez pas conventionné par l'assurance maladie si vous y allez. Parce que nous réservons ces conventionnements dans des zones comme les nôtres qui sont sous-dotées. Michel Crouzet. Il y a des zones pour lesquelles, effectivement, dans le sud de la France ou dans certains secteurs, les médecins ont envie de s'installer, ils deviennent trop nombreux et on a des zones où il y a des déserts médicaux. Donc je pense qu'il faut réadapter la carte. Par contre, effectivement, il faut qu'on puisse attirer des médecins, mais tout ça, ça se passe aussi par, effectivement, lorsqu'ils sont en internat, il faut qu'on puisse leur mettre des stages assez longs dans des zones et qu'ils y prennent plaisir à y vivre et peut-être qu'ils reviendront. Merci pour votre réponse. Il y a eu un projet de loi, il y a eu un projet de loi transpartisan sur le sujet. Alors Michel Crouzet n'était plus député, M. Audoul nous représentait à l'Assemblée nationale. Vous avez voté contre, M. Audoul? Bien sûr. Non, déjà, ce n'était pas un projet transpartisan. Il vote aucune loi. Ah oui, sauf le Rassemblement national. Monsieur Toute la gauche l'avait proposé. Laissez-le répondre, vous Vous n'y étiez pas. Non, mais j'ai suivi ces débats. Parce que moi, ça fait des années que je me bats pour amener des médecins à Joigné dans le nord de Lyon. C'était transpartisan. On va éviter de raconter des salades. C'était pas un projet de loi transpartisan puisque le Rassemblement national avait volontairement été exclu par les amis de Nicolas Soret, ce qui montre bien leur ouverture d'esprit. Après, n'aurait pas empêché de voter, monsieur. Encore une fois, sur cette préoccupation qui est une vraie priorité de nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, le manque de médecins a des conséquences dramatiques sur l'espérance de vie dans le nord de Lyon, notamment. Mais ça, c'est bien le constat. Et je fais, monsieur Soret, et vous le savez, on le fait sur tous les sujets, et je continuerai à le faire. Voilà, on arrive petit à petit vers la fin de cette émission. On a encore une question à vous poser. Mais juste avant, nous rappelons qu'il y a 4 autres candidats dans cette élection sur cette circonscription. Tout d'abord, on va voir leur nom s'afficher. Il y a Jean-Charles Kermin du Parti des Travailleurs et Simone Palan pour le Parti Lutte Ouvrière. Et nous allons maintenant écouter 2 autres de ces candidats de la 3e circonscription de Lyon, avec un temps de parole qui est représentatif de leur poids politique sur les 3 dernières élections selon les règles de l'Arcom. Il s'agit de Grégoire Végel, qui est candidat d'hiver droite, et d'Annick Villebois pour Reconquête. Madame, Monsieur, à l'issue de cette émission, je ne me résous pas à ce que dans notre circonscription, le choix soit réduit à la confrontation LFI-RN. Ces partis veulent nous enfermer dans la pauvreté et le déclin. Ils ne croient ni en vous, ni en la France. Leur grand soir n'est qu'un crépuscule qui va nous perdre dans l'assistanat et la dette. Nous méritons bien mieux que cela. La France attend des parlementaires responsables aux convictions claires et assumées qui refusent cette provocation et la paresse due en même temps. Je veux être l'un d'eux.
Depuis 10 ans, je suis avocat dans notre circonscription. J'en connais les difficultés, mais aussi les atouts. Je suis le seul candidat de la droite, soutenu par des élus et par la société civile. Alors ne cédez à rien. Faites le choix de l'espérance. Républicains, démocrates, libéraux, aidez-moi à relever dimanche prochain le défi de la liberté, de la dignité et de l'autorité. Chers amis, le 9 juin, vous avez exprimé une colère légitime. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale constitue une chance historique de transformer cette colère en un formidable espoir de voir la droite de notre pays enfin unie pour le gouverner, avec ses valeurs qui nous sont communes. Élue députée suppléante il y a 2 ans, je vous ai écouté et je vous ai entendu. Fille d'artisans et petite fille d'agriculteurs de notre circonscription, je vous connais et je connais les réalités de notre territoire. Éric Zemmour m'a fait l'honneur de m'investir pour porter les couleurs de Reconquête et je prends la mesure de la responsabilité qui est la mienne de vous dire ce que d'autres ne disent pas. Le programme que je soumets à vos suffrages est clair et simple et tient en 5 points. Si vous me donnez les moyens de travailler, toutes les propositions de loi que je formulerai ou auxquelles j'adhérerai devront toujours aller dans le sens de vos intérêts. L'élection législative est une élection avant tout locale, à 2 tours. Le premier tour ayant pour objet de vous permettre d'exprimer votre vérité. Le 30 juin, avec Éric Zemmour, avec les candidats des 3 circonscriptions de Lyon, nous comptons sur vous. Pour terminer, en amont de cette émission, nous vous avons demandé de venir avec un livre, le livre que vous conseilleriez de lire aux électeurs de votre circonscription pour les aider à faire leur choix pour le scrutin de dimanche, bien évidemment avec l'idée derrière la tête que s'ils lisent ce livre, ils vont forcément voter pour vous. Je précise que l'ordre de passage pour cette dernière question a été le fruit d'un tirage au sort qui a été effectué avant cette émission. On commence par vous, Julien Audoul. Merci, c'est pas gentil de rire. J'ai choisi les Mémoires de guerre du général de Gaulle. C'est un ouvrage qui parle à énormément de Français. Le général de Gaulle n'a jamais cédé devant la menace, il n'a jamais cédé devant les périls qui frappaient notre nation. Aujourd'hui, il y a un péril qui est l'extrême gauche de notre pays. Le général de Gaulle, c'est aussi le rassemblement et la résistance. Et j'invite tous mes concitoyens à se rassembler autour des valeurs qui sont les nôtres, l'ordre, l'autorité, la nation, la sécurité, partout et pour tous. Si nous nous rassemblons, nous pouvons faire gagner nos idées. Nous pouvons créer ce gouvernement d'union nationale qui permettrait de redresser notre pays. Donc je compte sur ce rassemblement citoyen démocratique les 30 juin et 7 juillet prochains. Merci Julien Audoul. Nicolas Sauret, quel livre avez-vous choisi ? Bien, moi j'ai choisi Le courage de la nuance de Jean Birnbaum, qui commence par cette phrase de Camus que j'aime beaucoup, qui dit « Nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir absolument raison ». Et c'est un éloge à la nuance qui manque beaucoup, je trouve, dans cette campagne et de façon plus générale dans la vie politique du pays ces dernières années. Les problématiques sont souvent beaucoup plus complexes qu'on ne veut bien les faire apparaître en simplifiant, en lançant des vindictes populaires, comme on peut l'entendre. C'est pas ma façon de travailler. Moi, je travaille dans le consensus. J'aime construire le compromis, et j'aime beaucoup ce livre, Le courage de la nuance. Et je veux dire aux habitants de cette 3e circonscription, vous me connaissez. Ça fait des années que je travaille sur ce territoire dans lequel j'ai grandi. Et moi, je continuerai à travailler avec tout le monde pour précisément proposer des solutions, construire des réponses à vos problématiques. Merci. Michel Crouzet, quel livre et pourquoi ? J'ai choisi Matin brun de Franck Pavlov. Alors j'ai choisi cette nouvelle qui a été éditée en 1998, qui a été publiée à plus de 2 millions d'exemplaires et qui est traduite dans 25 langues, ce qui fait un ouvrage populaire. Matin brun de Pavlov est l'histoire d'une personne ordinaire dans un pays sans problème particulier, sauf qu'il y a dans ce pays vraiment beaucoup trop de chats. Dans cette nouvelle, la solution est trouvée par les scientifiques de l'État. C'est la parfaite explication de comment on bascule sans s'en rendre compte, vraiment compte, d'une démocratie vers une dictature sous le prétexte d'améliorer notre cadre de vie. C'est par de petites modifications qui semblent sans grande conséquence immédiate qu'on habitue une population petit à petit à accepter l'inacceptable. Cela illustre les conséquences de l'arrivée au pouvoir des extrêmes dans notre pays, nous obliger à penser comme eux. La pire des choses, c'est l'inaction. Ne pas voter, c'est laisser les autres choisir à votre place. C'est pourquoi, au lieu de subir, moi je vous demande de voter ensemble pour la République. 45 secondes. Merci. Et puis en fait, j'ai vraiment une toute dernière question à vous poser. On est à 1 minute du générique. Vous êtes 3 autour de cette table. Si au second tour, il n'en reste que 2 et que c'est vous qui n'êtes pas au second tour, vous choisiriez lequel entre les 2 qui restent, Julien Audoul ? Je serai au second tour. Évidemment, mais imaginons. Je serai au second tour et je vais gagner cette élection. Et si ça arrivait ? Je serai au second tour.
Vous allez des pareils? Je serai au second tour. Mais si la question que Ça vous veut dire posez, qu'entre c'est les si deux je suis en troisième, je soutiendrai Michel Crouzet. Parce que je ne veux pas que le Rassemblement national gouverne ce pays. Et vous, Michel Crouzet? Je serai au second tour et je laisserai surtout pas le Rassemblement national Mais si l'emporter. vous n'y êtes pas, Quelle consigne de vote? c'est un peu plus crédible que si vous n'y êtes pas. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je laisserai, bien sûr, sans aucun doute. T'appelleras à voter pour moi, dis-le J'appellerai comme ça. à voter pour Nicolas mieux, Sorel. Voilà. Voilà, enfin. C'est anti-Rassemblement national. C'est plus clair. On arrive donc à la fin de ce débat. Merci Renaud d'avoir été avec Merci nous. Gabriel. Merci à vous trois d'avoir accepté de venir débattre. Et puis il ne vous reste plus que 3 jours pour faire votre choix, bien évidemment, pour être sûr de faire le meilleur. Et bien soyez bien informés et continuez à suivre la campagne sur France 3 Bourgogne, dans nos éditions ici 12-13, ici 19-20, et bien évidemment sur France Bleu Auxerre, évidemment, pour continuer à écouter vos infos le matin. Et puis on se retrouvera bien sûr dimanche, le jour de l'élection, dès 19h50 sur notre antenne avec tous les résultats, les réactions et les analyses. Quoi qu'il en soit, en tout cas, allez voter, ne laissez pas les autres choisir à votre place. Et bien sûr, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.